All right. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cet autre cours d'INF 5111. Aujourd'hui, on commence en reprenant un peu qu'est-ce qu'on avait manqué il y a quelques semaines. Donc, il y a quelques semaines, on avait jasé en long et en large, en revenant de l'intra, du principe de conception de base de données. Donc, c'était bien le fun d'avoir exploité des données, d'avoir fait de l'analyse de données, du forage de données déjà existants, mais quand on commence une problématique puis qu'il faut nous-mêmes aller chercher les informations, bien là, c'est à nous de décider c'est quoi la forme de la base de données, c'est quoi les différentes tables, c'est quoi les différentes relations, c'est quoi les différentes colonnes, types et autres qu'il faut établir pour construire une bonne base de données. Donc, on avait regardé qu'il y avait des outils. En fait, il y avait une méthodologie pour être capable de bien faire ça. La prémisse, c'était qu'il fallait se créer différents diagrammes. Donc, c'était une méthodologie en 3 étapes. On avait une première étape qui était la construction de l'idée. Donc, on avait vu le diagramme de classe UML qui me permettait de vraiment s'attaquer aux problématiques réelle de notre business, de la chose qu'on voulait gérer. On avait ensuite une transition vers le diagramme d'entité-relation qui me permettait de prendre mon diagramme de classe UML puis de le transformer pour être capable d'être plus conscient, pour être capable d'être plus adapté à ce que la base de données va être ultimement. Donc, être conscient de l'implémentation finale de nos données, puis d'être capable de prendre des idées, puis de juste rajouter des choses ou transformer des choses pour avoir comme une version visuellement facile à constater. Puis, on a travaillé après ça pour avoir la 3e étape qui était ce qu'on appelle le schéma physique ou directement le SQL, qui me permettait de créer les différentes tables à partir de mon diagramme d'entité-relation. Donc, de faire ça à la main, c'est le fun, ça marche, mais on a évidemment des outils un petit peu plus étoffés pour être capable de facilement faire la création de ces diagrammes-là. Fait que je veux regarder avec vous à quoi ressemblent ces outils-là, puis à quoi ça peut ressembler de le faire à la main quand, à la main à l'ordi, quand on est en train de penser à ces problématiques-là. Il existe différents outils. Le big boy on the block, c'est Visual Paradigm. Donc, la prémisse de Visual Paradigm, c'est qu'il est capable de tout faire. C'est le kitchen sink, c'est l'outil corporatif qui me permet de travailler avec des diagrammes de tout genre. Puis, en fait, lui va même être capable de t'aider dans la démarche que tu voudrais faire habituellement. Donc, lui, il va être capable de prendre un diagramme de classe, puis lui, il va essayer de le convertir automatiquement en diagramme d'entité-relation, puis il va le convertir automatiquement en SQL à partir du diagramme d'entité-relation. Je ne pourrais pas vous montrer ça parce que ça prend une licence corporative pour être capable de faire ça. Puis, je n'ai pas des gros bidous pour être capable de me payer ça pour le plaisir de vous le montrer, considérant qu'on sait le faire manuellement anyway. Mais dans une entreprise où c'est que le temps, c'est de l'argent, puis de faire la transition, c'est quelque chose qui peut être budgété, c'est le genre d'outil qui vient facilement s'insérer dans ce genre de dynamique-là. Fait qu'on a ici Visual Paradigm Community Edition, donc il existe une version gratuite pour tous qui a des limitations comme de feature, comme de transformation automatique, mais qui nous permet de voir c'est quoi le cœur de l'outil, puis comment c'est intéressant, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Aussi du fait que c'est un outil corporatif, c'est aucunement utilisable à première vue. C'est des menus qui sont cachés à des places qui font aucun sens, puis qu'il faut juste que tu saches un peu c'est où pour être capable de t'enligner. Puis de faire une action peut être faite de genre 18 manières différentes, mais qui fait toutes la même chose
OK? Fait que c'est ce genre d'outil-là là, aussi là, qui a ramassé des features avec le temps puis qui se débarrasse de rien. C'est dans cette lignée-là. Fait que le principe, c'est que on a un projet quelconque. OK? Puis dans le projet, il va y avoir différents diagrammes. Fait qu'on peut voir, OK, à un endroit complètement qui ne porte pas à confusion, OK, dans un onglet à gauche, un petit tiroir qui me permet d'ouvrir les différents types de diagrammes que je peux créer. Là, en ce moment, à l'intérieur, il n'y en a pas, mais il y a comme les catégories de diagrammes qu'on peut créer. On peut voir qu'il y en a pas mal, là, OK? Mais avec qu'est-ce que nous, on veut faire, là, on voit qu'on a des diagrammes UML. Ça me parle, ça, là. OK? Donc, je peux voir ici que j'ai le class diagram. On peut voir, puis on peut valider là, que quand j'avais parlé du UML, le UML, c'était une norme qui permettait d'englober plusieurs types de diagrammes. En fait, c'était le Unified Modeling Language. Pour n'importe quoi dans la modélisation, on était capable de faire des diagrammes. Donc, on a ici toutes les autres variations intéressantes avec le use case, le sequence, le state machine, l'activity, le component, et ainsi de suite. Mais nous autres, on va particulièrement aller regarder le class diagram. On peut aller voir aussi qu'on a une section Database Modeling dans laquelle on a le Entity Relationship Diagram, qui était comme notre deuxième étape dans la création de nos bases de données. Fait que si on s'avance, puis on va vouloir regarder à quoi ça ressemble les différents diagrammes, on peut commencer avec la création d'un nouveau diagramme. Puis ici, on s'en va dans New Class Diagram en ayant cliqué dans puis là, pour donner une idée, là, on peut aussi aller dans Diagramme puis cliquer sur New qui nous ouvre une toute nouvelle fenêtre. Puis ici, si je marque Class Diagram, ça m'emmène au même menu. OK? Parce que, évidemment. Et voilà. Comme j'ai dit, il y a 18 manières de faire chacune des actions. Puis là, le principe, c'est qu'il me demande, genre, est-ce que tu veux en faire un vide ou sinon, est-ce que tu veux en prendre un des exemples puis être capable de regarder avec ça. Fait qu'on va juste prendre un exemple pour voir c'est quoi le genre d'information qui peut être affiché quand on travaille avec le class diagram. Fait que, si on regarde ici, on a l'exemple d'un diagramme de classe, puis on peut pas mal voir les différentes informations qui sont pertinentes qu'on avait vues ensemble. Donc, on peut voir l'élaboration de différentes classes, puis à l'intérieur des différentes classes, là ici, on avait dit que le diagramme de classe était utilisé beaucoup en informatique pure là, pour créer des systèmes informatiques. Fait qu'on a ici des classes qui vont avoir des propriétés, des attributs, qui va nous aider à faire la base de données avec différentes valeurs, mais il va aussi avoir des comportements qui vont être des méthodes là, dans ce cas-ci, mais on peut voir les deux éléments directs. On peut aussi voir les principes d'association. Donc, on a les associations ou on a des associations avec des cardinalités. Puis là, tu peux voir aussi, quand je bouge mon curseur, là, il est très conscient de chacun des éléments. Ce n'est pas MS Paint, là. C'est pas juste du texte par-dessus des boîtes. Là. Il est conscient que c'est une classe. Si je bouge la classe, le lien reste avec comme je veux. Il n'y a pas de problématique à remanier les choses pour avoir une meilleure visualisation. À partir de là, on peut aussi voir les agrégations fortes, les agrégations faibles, des associations partagées, de la composition. C'est tous des éléments qui sont disponibles à l'intérieur. Puis, en plus de ça, quand je sélectionne une classe, je peux aller dans un menu qui m'apporte dans un sous-menu, qui va avoir des sous-menus, qui va avoir des sous-menus, parce que c'est ce genre d'application-là.
Mais on va avoir ici la spécification de la classe où je vais vraiment pouvoir aller modifier, travailler sur vraiment chacun des éléments individuellement. Fait qu'on peut voir ici la section d'attributs. Je peux voir que le statut qui était ici, qui est une valeur booléenne, est inclus ici. Puis si je veux en rajouter une, ben je peux en rajouter une. Ça me donne un nouveau nom. OK? Fait que, je sais pas moi, volume. OK? Avec une valeur initiale de, je sais pas moi, 5. Puis on peut décider, bon, de tous les autres différents éléments. On peut avoir le dérivé, on peut avoir ici les autres propriétés, on peut avoir le unique, le ordered, et on peut avoir aussi le type. Puis à ce point-là, le type a déjà une liste de types reconnus comme étant les types de données de base. Fait qu'on peut mettre ça, mettons, comme float. On fait Apply, on clique sur OK, puis on peut voir que automatiquement la valeur est ajoutée, tout se ramasse, tout se refait correctement. On a aussi le même principe du côté des opérations, mais nous autres, ce n'est pas des choses qui nous intéressent tant que ça. Fait qu'on va laisser ça de côté. Fait qu'on a la prémisse de chaque classe, chaque association est disponible. Puis, si je regarde comme à gauche, j'ai comme un menu là, qui me permet de rajouter différents éléments. Fait que je peux très bien ajouter une classe quelconque, la renommer, OK, ringer type. Puis, à l'intérieur, je peux commencer à mettre des informations. Donc, je pourrais ouvrir les spécifications, puis leur aller dans le petit menu, puis le faire add, mais encore une fois, 50 manières d'arriver à Rome. Je peux directement commencer à taper des attributs. Fait que, mettons, je peux dire song name, puis là, mettons, je sais que c'est un string. OK, tu vois ici, j'ai mis un 2 points. Il a comme reconnu que le 2 points, c'était pour représenter le type par la suite. Il a comme automatiquement géré que ça derrière, si je m'en vais dans la spécification de ça, c'est automatiquement un string. Donc, il y a plein de manières de faire, là, mais il est au moins conscient de ce qu'il fait. Après ça, j'ai toutes les utilisations que nous, on a vues, puis il y en a même plus, parce qu'on a juste vu un peu la surface. Fait qu'on peut ici avoir les différentes associations, puis là, moi, je peux décider, ben ça, je veux que ça soit associé à ça. Ah, puis là, il t'a demandé la flèche de quel bord. Effectivement, là, il m'a demandé c'était quoi le nom, puis c'était quoi la flèche. Donc ici, mettons, je le refais. Puis là, je peux dire son comme quelque chose. T'in. Puis là, ici, je peux décider aussi c'est quoi la multiplicité de chaque barre. Oh, shit. OK, c'est quel type? Est-ce que je mets une flèche ou pas? OK, donc il y a comme beaucoup d'options là, OK, qui sortent de là. C'est quoi le type d'association? Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est une composition? OK, on peut voir ici que c'est pas un dessin, hein? C'est une représentation du modèle où c'est qu'il sait comme toutes les étapes qui viennent autour de ça. Fait qu'on a cette première version-là pour les classes. On va aussi avoir la même prémisse quand on travaille avec les diagrammes d'entité-relation. Donc, on va se faire un nouveau diagramme, puis on va dire ERD. Donc, le Entity Relationship Diagram, qui est notre deuxième étape. On va aussi se donner un exemple. C'est pas le même, mais comme c'est parce que c'est un typique. Il ne permet pas de transformer un diagramme de classe en ERD? Il peut, mais j'ai pas payé assez pour la licence pour ça. Fait que ici, on a le même principe. Okay? Il est conscient de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un diagramme d'entité-relation. Donc, je vais avoir les différentes entités. Puis, quand à l'intérieur des différentes entités, je vais avoir les nouvelles colonnes, dans ce cas-ci. Puis, si je regarde dans les colonnes,
je peux voir ici que, bon, quand je travaille sur une colonne, je peux ouvrir la spécification de la colonne elle-même. Puis quand je travaille sur la spécification de la colonne elle-même, bien là, j'ai les types, mais là, ce n'est pas les mêmes types que tantôt. C'est des types SQL. Hein? Parce que là, c'est approprié par rapport à qu'est-ce qu'on va faire. En fait, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire, okay, puis dépendamment de quelle base de données on va utiliser, je peux même aller sélectionner le type de base de données que je vais utiliser, puis lui, il va aller chercher les types spécifiques de cette base de données-là, okay, pour être certain que ça soit pleinement compatible. Aussi, dans la transformation du diagramme d'entité-relation à du SQL, encore une fois que je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas mis de l'argent dans la machine, ça va utiliser le dialecte spécifique SQL de cette base de données-là. Hein, parce qu'on avait mentionné plus d'une fois qu'il y a le standard SQL, puis il y a les implémentations SQL, et c'est deux réalités qui ne sont proches, mais pas parfaitement communes. Donc, il faut être capable de travailler entre les deux. On peut voir aussi qu'à ce moment-là, il est plus conscient des problématiques possibles, bon, pas des problématiques, mais des options hein, qu'on a quand on travaille dans le diagramme d'entité-relation. Donc, dans ce cas-ci, on peut indiquer qu'une des colonnes est le primary key, que c'est nullable ou que c'est unique. Fait que ici, mettons que je mets que le nom est unique. Pas une bonne considération ici, là, c'est pas... Le piqué devrait être unique. Bien, le piqué est unique de nature même. Puis on peut voir ici que ça vient le rajouter comme un petit symbole qu'on peut aller travailler. On peut aussi aller voir que quand on... mauvais sens. Quand on a la clé primaire, hein, ben c'est littéralement une petite clé jaune. Puis, on a aussi souvent l'ajout de clés étrangères, hein, parce que quand on tombe dans le diagramme d'entité-relation, la chose principale, c'est de commencer à travailler avec les clés. Donc, on a bon, la clé primaire, mais on a aussi parfois hein, des clés étrangères. Puis, on peut voir ici que ça utilise la petite flèche là, pour dire comme on s'en va quelque part d'autre pour aller travailler avec ça. On a aussi un autre élément intéressant quand on travaille avec ces genres de diagrammes-là. Donc, on peut voir ici, encore une fois, les différentes options que nous, on a vues, hein, le principe d'entité. Nous autres, on n'a pas jasé de séquence, là, mais on voit ici les différents types de relations. Fait qu'il y a le one-to-one, le one-to-many, le many-to-one, qui est la même chose, mais dans l'autre sens. Là. Puis, on avait vu le many-to-many, hein, le étoile à étoile. Mais on s'était dit que le étoile à étoile, on ne peut pas faire ça dans une base de données relationnelle. Hein? Qu'est-ce qu'il fallait faire quand on avait ce genre de relation-là? Il fallait créer deux entités distinctes. Bien, il faut créer quelque chose de plus. Oui, On c'est a une table Intermédiaire, là. Exact. Fait que, ici, on a un exemple où, admettons, j'ai une photo, puis la photo, en ce moment, elle a été taguée dans le système par un seul membre. Hein? Donc, c'est un one-to-many. Qu'est-ce qui arrive si j'aimerais ça qu'une photo soit possiblement représentative de plusieurs membres, okay, pour quelconque raison que ça me tente? Bien, je peux enlever ce lien-là. Oui, je veux. Puis, je vais pouvoir ici prendre le many-to-many. Aussi, en passant, quand je l'ai enlevé, là, on peut voir qu'il a automatiquement enlevé la relation. Quand j'ai cliqué sur le many-to-many, il a juste fait, bien, évidemment, tu vas avoir une table intermédiaire. Puis, on peut voir que la table intermédiaire, okay, ces deux colonnes qui ont été rajoutées automatiquement, bien, c'est les deux ID, les deux clés primaires des deux autres, qui sont en même temps des clés étrangères. Fait que les deux ensemble, ça devient la clé primaire composée de la table, hein, parce que c'est les deux colonnes ensemble.
mais les deux individuellement, c'est des clés étrangères. Fait que c'est des clés, mais avec des flèches vertes. N'est-ce pas merveilleux? Très merveilleux, oui. Je suis d'accord. Merci, étudiant fictif. Donc, c'est un peu ça le principe de Visual Paradigm. Hein? Donc, ça nous permet de créer puis de mettre nos idées de manière facile et conviviale dans un diagramme. Puis après ça, là, tu peux comme exporter ça en PDF, tu peux exporter ça en image, puis tu peux faire les transformations si tu payes pour être capable de travailler avec. Fait que on a cette prémisse-là qui est comme la version comme superstar des possibilités. Il existe des alternatives. Donc, si on va vous montrer une autre alternative, juste rapidement. Donc, cela, c'était définitivement celui qui était la plus étoffée. Mais il existe des alternatives, particulièrement pour tout ce qui est du UML. Okay? Donc, ici, on est sur un gentil site d'un logiciel libre qui s'appelle PlantUML. Donc, c'est pour de la planification de diagrammes UML, mais ça les fait que c'est une usine, fait que c'est un plant de UML. Jeu de mots. L'icône, c'est une petite usine. Puis, la prémisse ici, c'est que lui aussi est capable de faire des diagrammes, mais lui s'attarde sur le contenu et pas le contenant. Fait que lui, ce que ça me permet de faire, c'est d'être capable de faire une liste descriptive de ce que je veux avoir, donc dans un fichier texte. Puis lui va utiliser cette description-là pour automatiquement générer un diagramme. Donc, tu as moins de focaillage à faire avec ça sonne dessus. Des fois, ça donne des affaires qui ne sont pas aussi bien que si c'était fait manuel, mais ça te sauve assez de temps, c'est ça l'idée, là, okay, que tu fais comme fuck it, je vais le prendre pareil. Fait que mettons que je regarde les possibilités de class diagram, juste pour regarder à quoi ça peut ressembler quand on a un class diagram quelconque, pour être capable de juste s'imprégner un peu du principe. Donc, à gauche, on a c'est quoi le fichier qui a été créé. Puis à droite, on a la génération de ce diagramme-là. Fait qu'on peut voir que c'est purement un fichier texte. Okay? Fait que pour des informaticiens, là, nous autres, on a un gros coup de cœur sur celle-là, là, parce que ça nous permet de mettre ça dans notre code, puis d'être capable de comme, générer ça automatiquement, puis d'être capable de faire du versionnage de fichiers, okay? Pas mal plus que Visual Paradigm, là, qui est tous des gros fichiers binaires comme Excel, là, que tu ne peux pas parser ou rien faire. Fait qu'on peut voir ici, on a la représentation de possiblement une classe directement. Hein? Fait que je dis, ça, c'est une classe. C'est un char. Puis là, je peux voir ici que j'ai des associations qui sont représentées. Fait que je peux voir que j'ai entre driver et car juste un lien normal. OK? Fait que entre driver et car, j'ai juste un lien normal. Puis là, je peux voir ici, j'ai un 2 points. Puis après ça, je peux mettre des options pour comme dire c'est quoi les éléments qui viennent avec. Je peux voir ici, le char a 4 roues. On peut voir ici que dans la conception, c'est tout le temps les mêmes exemples qui reviennent dans tous les ouvrages. Là, on fait juste modéliser des universités, okay, des blockbusters, puis des chars. Fait que, on peut voir ici le même principe, où c'est qu'on a une étoile avec un tiret. Hein, fait que là, c'est comme, hey, c'est pas le même symbole que là. Ça veut dire donc que ça, c'est une composition. T'sais. Puis si, mettons, je mettrais un O, ben là, ça serait comme le losange, mais vide. Hein? Donc, ça utilise un langage qui est un petit peu plus, un langage descriptif, okay, qui est le langage de PlantUML, pour être capable de créer ça. Si on s'en va juste voir c'est quoi l'étendue des choses qu'on peut faire, là, à la fin, là, il y a plus de stock. Donc, on peut avoir des hiérarchies de généralisation. Là, ici, il y a d'autres lettres que des C, là, parce que là, on parle de diagramme de classe, puis ça prend des choses qui sont un petit peu plus avancées que nous, qu'est-ce qu'on a vu. Là.
mais on peut voir qu'à l'intérieur aussi, on a les différents attributs. Attends, si je m'en vois un avec des attributs, comme ça. Donc, je peux avoir un avec des attributs, OK? Puis en fait, lui, il y a des attributs, il y a des méthodes, il y a comme un paquet de choses à l'intérieur que tu peux avoir comme que tu veux. Là, il y a plein d'options pour être capable de vraiment dire ce que tu as besoin. Puis tu peux voir ici, tu as la description de la classe, puis là, tu dis c'est quoi le nom, puis à partir de là, tu peux comme commencer à avoir un paquet d'options pour qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette classe-là. Fait que PlantUML, un autre outil, juste pour représenter la possibilité de travailler avec des diagrammes de classe, mais de manière descriptive. Il y en existe d'autres, là, je vais juste montrer comme les deux extrêmes de la chose. Là. Il y en a entre les deux. Il y en a aussi, il y a aussi des outils qui sont spécialisés dans la génération de bases de données. Donc, souvent, dans la pratique, donc, tu sais, ce qu'on apprend à l'école, puis la pratique réelle, c'est pas tout le temps exactement one-one. Dans la vraie vie, là, le monde qui font des bases de données, des diagrammes de classe, sont comme, j'en ai assez fait, là. Je peux comme skipper cette étape-là, puis commencer tout de suite à faire le diagramme d'entité-relation. Donc, on a des outils qui me permettent de directement... attends, mettons, on va... J'avais un view sample, comme ça. Donc, j'ai des outils qui existent qui me permettent de directement... Wouhou! Il y en a pas mal. De directement avoir la représentation, puis de travailler sur comme directement la représentation du diagramme d'entité-relation. Puis habituellement, dans ces outils-là, ben, ils te permettent de faire la transformation en SQL directement. Okay? Donc ici, ça c'est un exemple où c'est que tu peux juste construire le diagramme d'entité-relation qui est déjà accroché sur, là, j'ai sélectionné PostgreSQL, là, il est tout conscient de c'est quoi les types, c'est quoi les options. Puis à partir de là, moi je peux aller cliquer ici, puis faire Generate SQL. C'est comme j'ai pas les... attends, j'ai-tu coché des choses? Ouais, OK. Mais ouais, il me donnerait comme le SQL de création de ces différentes tables-là. Mais ça te donnerait une coquille vide, zéro data dedans. Exact. Encore une fois, là, on parle au niveau de la conception, vraiment juste de créer le squelette qui va te permettre de rajouter des données. Là, ici, si on jase un peu de comment est-ce qu'on fait pour tester ça, là, il y a des outils qui me permettent de fournir des informations fausses, mais qui ont de l'allure. Puis qu'à partir de là, tu peux commencer à travailler avec. Ce qu'on appelle du fuzzy data. Okay? Fait qu'il y a des outils qui sont des fuzzers qui me permettent de dire, ben ça, c'est des noms de personnes. Ça, c'est des montants entre 4 000 et 7 000. Ça, c'est telle affaire. Puis là, lui, qui fait comme genre, OK, ben je te fais comme genre 10 000 lignes chaque. Puis là, tu peux commencer à comme essayer des requêtes, voir s'il y a des choses qui cassent, s'il y a des éléments qui travaillent avec ça. On ne touchera pas à ça. On fait juste voir les choses sur leur superficie. Excellent. Donc, il existe aussi, des fois, avec les bases de données, ces genres d'outils-là qui te permettent de, comme, genre, créer des boîtes, puis que lui, il te donne du SQL. Habituellement, ça va être dans des versions plus corpo de bases de données, comme genre Oracle te permet de faire ce genre de choses-là. Mais tu mets ta main dans le tordeur de manière financière quand tu t'en vas par là. Fait que faut bien que tu aies quelque chose de plus pour avoir fait dépenser ta compagnie autant. Excellent. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais voir avec cette première partie-là. On se prend une petite pause un peu d'avance. On va revenir à 55, puis on va entamer le sujet de la journée,
qui sont les bases de données non SQL. À tout de suite. Re-bienvenue tout le monde à cette deuxième partie de notre soirée. Donc, on vient de voir du bubbly au watermelon en plus, c'est bon. Hein? Je vois que tu en as 2 sur le bureau, mais en tout cas. Donc, on continue avec notre deuxième sujet de la soirée, qui va être, premièrement, le principe des bases de données NoSQL. On va retourner voir qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça l'implique. Puis, on va aller voir des implémentations de... on va aller voir 2 catégories de bases de données NoSQL. Puis, on va aller voir leurs implémentations, à quoi ça ressemble, pourquoi est-ce que je voudrais utiliser ça à la place d'utiliser une base de données relationnelle. Fait que la première chose qu'il faut se dire, c'est que les bases de données relationnelles, c'est ça qu'on a vu durant la majorité du cours, c'est juste une des manières de penser quand on veut créer des données. Okay? Donc, c'est quand même limitatif sous certains aspects d'avoir une grosse base de données où c'est qu'on a un paquet de tables qui sont reliées ensemble avec juste des lignes puis des colonnes. Okay? Ça marche bien pour beaucoup de cas. Hein? Puis c'est pour ça que c'est la base de données de prédilection à chaque fois qu'on se pose la question qu'est-ce qu'on prend comme base de données. Mais ce n'est pas la réponse à tous les différents mots qu'on peut avoir. Donc, avec le temps, il y a eu des alternatives, d'autres manières de faire, d'autres manières de représenter de l'information, d'autres manières de stocker de l'information qui se sont comme créées, qui se sont répandues. Mais le fait que les bases de données SQL étaient tellement prévalentes que par historique d'utilisation, on les a comme classifiés tout ensemble sous un seul comme parapluie de ceux-là ne sont pas SQL. OK? Donc, on a ici des bases de données qu'on va dire non-SQL, ou c'est le NoSQL. Puis là, il y a du monde qui, c'est comme le no, ça se peut qu'il y ait quand même du semi-SQL dedans, fait que ça pourrait être another, an older, puis en tout cas, il y a plein de manières de voir ça, là. Mais c'est juste de dire, c'est pas du SQL pur et simple de base de données relationnelles comme on a vu en ce moment. Donc, il existe certaines caractéristiques, par exemple, qui un peu les ramassent toutes ensemble. OK? Donc, on va aller jaser de ça. Puis, pourquoi est-ce qu'ils existent, puis pourquoi est-ce qu'ils ont un nom? C'est parce que il y a certains, pas juste certains développeurs, mais des développeurs qui arrivaient sur certains types de problématiques spécifiques qui étaient frustrés avec les limitations des bases de données relationnelles. OK? Parce que ça ne répondait pas à leurs besoins. Fait que on a développé ces alternatives-là. Puis là, maintenant, chacun a comme sa propre petite niche où c'est que si c'est tel type de problème, tu peux utiliser celle-là. Si c'est tel type de problème, si tu ne sais pas c'est quoi le type de problème, mais là, tu peux juste utiliser SQL. Fait que si on regarde, c'est quoi les concepts généralisés qui nous permettent de dire que c'est des bases de données NoSQL, ça va être, premièrement, que ça n'utilise pas le modèle relationnel. Okay? Ça veut dire que ça ne sera pas des tables avec des colonnes où c'est qu'il y a des références vers d'autres éléments, puis que cette référence-là est comme un élément important qui est immuable, okay? Que je ne peux pas comme laisser tomber sans prendre en considération tout ça. Okay? Donc déjà là, c'est dès qu'on se sépare du modèle relationnel, on tombe dans une partie de NoSQL. La deuxième chose, c'est que ça fonctionne bien sur des clusters. Okay? Donc, en français, c'est des grappes. Je ne trouve pas que le mot est intéressant, fait que j'ai marqué clusters pareil. Le principe, c'est une des grandes problématiques qu'on n'avait pas du tout vu
dans le début de l'informatique. Hein, puis si on se souvient, les bases de données SQL, les bases de données relationnelles, ça date des années 70-80. Okay, ça a été créé en même temps que la naissance de l'informatique. Fait que on n'avait pas vu pantoute le principe de la modernisation de la télécommunication, le principe de la globalisation de l'information et les différentes problématiques qui s'en génèrent. Okay? On n'avait jamais pensé que tout le monde allait être connecté en même temps, puis que tout le monde voulait aller voir les nouvelles, puis que tout le monde pouvait aller poster des nouvelles. Bon, je ne vais pas dire que c'est des nouvelles sur Twitter, là, mais aller poster les foleries que Elon Musk a faites cette journée-là, puis que tout le monde puisse et ait le droit de le voir dans un délai raisonnable. Donc, d'avoir un seul serveur qui ferait ça, ça ne marche pas bien. Parce que on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait des limites à un nombre de connexions. Il y avait des limites sur la distance réelle à parcourir pour l'information. Hein, si on parle de mondialisation, là, ben, de parcourir 8000 km, même si ça se fait de manière électronique, c'est quand même long pour commencer à faire des requêtes qui vont transférer des paquets de données. Donc, la prémisse, c'est que maintenant, dans le monde de l'Internet, quand on veut distribuer de l'information, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir plusieurs ordinateurs, plusieurs serveurs, plusieurs bases de données qui vont être connectés ensemble, puis qui vont être capables de se partager l'information ou de se communiquer l'information ou d'être capables de synchroniser l'information. Là, la prémisse de ça est très lousse, parce qu'il y a différents types de problèmes avec différents types de solutions. La prémisse, c'est que si Elon Musk est en Californie, puis il pose quelque chose, est-ce que c'est primordial que tu le saches quand tu es au Japon à l'intérieur de la seconde près? Ou si ça prend 1 ou 2 minutes, on est capable de gérer? T'sais? Fait que le principe, c'est qu'on peut peut-être propager l'information de manière comme tranquillos, sans comme déplacer toutes les différentes choses. Mais admettons que je suis en train de faire une transaction bancaire, même si je la fais à travers le tour du monde, j'ai comme pas le choix de m'assurer que les fonds sont là, puis que si je fais une autre transaction à l'autre bout du monde en même temps, que ça ne soit pas éphémère, hein, puis le problème qu'on avait vu par rapport aux éléments en parallèle. Donc, les bases de données relationnelles ne sont pas pantoute faites pour ce genre de problématique-là. Hein, parce qu'on avait vu qu'il y avait le principe de transaction, il y avait le principe de garantie, hein, de cohérence. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui travaillent très mal avec il y a un mot francophone pour scaling, l'échelonnage? Non. En tout cas, l'agrandissement de la demande à un niveau global où c'est qu'il faut que tu ailles plusieurs serveurs. Fait que devant cette lacune-là, il y a du monde qui se sont dit, on est capable de combler cette problématique-là pour avoir une base de données qui va faire la majorité des choses que tu veux, mais que les transactions, la cohérence, c'est pas primordial pour nos problèmes. Autre, puis ici on parle de caractéristiques typiques, là. Autre chose, c'est habituellement des logiciels libres. Donc, ici, c'est la première fois que je marque chose open source, ça fait que je vais faire un petit speech d'open source pour être certain qu'on sache c'est quoi, pour être bien canalisé sur c'est quoi ce genre de termes-là. Fait que la prémisse, c'est que dans les années 70, quand l'informatique avait un grand gain à l'intérieur du monde personnel, à l'intérieur des universités, et ainsi de suite, c'est là qu'on a vu les premiers vents de l'informatique propriétaire. Initialement, quand c'était juste du monde à l'université qui envoyait des papiers, d'avoir un programme,
la personne te le demandait, tu lui donnais le programme, puis il n'y avait pas de pensée derrière. Évidemment, quand notre ami le capitalisme est venu s'en mêler, ben, on a eu la prémisse de, ben, on a fait du code, on te vend le résultat de ça, puis c'est tout. Fait qu'il y a du monde qui ont vraiment pas aimé ça. Donc, il y a du monde qui croit fondamentalement que quand tu utilises un programme, tu devrais avoir un droit automatique à la possibilité de modifier, à augmenter, puis à redistribuer ce programme-là. Hein, de la même manière que quand j'achète un char, je peux démonter le char, je peux remonter le char, je peux modifier le char, puis je peux revendre le char. Hein, c'est un peu la même prémisse. Donc, ce gentil monde-là ont décidé de essayer de se battre contre l'espèce de vent de fermeture qui sentait venir. Puis, il y avait 50 ans d'avance, mais il y avait fucking raison. Je peux pas savoir c'est quoi qui roule sur ton téléphone-là, de la même manière que tu peux pas savoir qu'est-ce qui roule sur ton ordinateur. Okay, on a définitivement perdu de ce côté-là. Puis, ils ont décidé de créer l'inverse du copyright. Hein, le copyright qui est tes droits d'auteur en tant que créateur de quelque chose qui inclut des programmes, donc que tu as le droit de protéger, que tu as le droit de ne pas distribuer, ainsi de suite. Donc, ils ont créé des licences de type copyleft. Okay, parce que ces vieux informaticiens, ils ont des grosses barbes, là, ils trouvent que les jeux de mots, c'est vraiment important. Fait que, à la place d'être le copyright, hein, puisque right, c'est la droite et le droit de quelque chose, hein, fait que c'est du copyleft, qui dicte à l'intérieur de la licence que si tu utilises ce programme-là, puis que tu utilises ce code-là, tu es obligé, c'est une obligation de redistribuer les modifications que si tu revends le programme, que tu dois mettre et donner un accès aux sources à la personne qui achète ce programme-là, puis que la personne qui achète ce programme-là et qui a accès à les sources a un droit automatique de pouvoir modifier, puis de lui-même redistribuer ces modifications-là. OK? Donc, c'est la naissance d'une licence de droit qui s'appelle le GPL, okay, qui est le General Public License, qui indique ces droits-là, okay, qui est la naissance du phénomène de logiciel libre. Okay? Fait que aujourd'hui, les logiciels libres ont aussi gagné, autant que nous, en tant que consommateurs, on a perdu. Là. Les logiciels libres, eux, ont gagné. Donc, le logiciel libre qui est le plus reconnu, le plus utilisé, c'est le système d'exploitation Linux, okay, qui a été, en fait, l'amalgame de différents logiciels. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70-80, quand ce gentil monde-là ont décidé de faire des logiciels libres, ils se sont attaqués au système d'exploitation courant le plus populaire, qui était Unix, dans ce temps-là. Puis, ils se sont regroupés okay, dans un regroupement qui est encore une fois fait par du grand monde barbu, là, qui se trouvait très drôle, qui s'appelle GNU, okay, qui est un acronyme récursif, qui est GNU is not Unix. Fait que pourquoi le G? Ben, c'est parce que GNU is not Unix. Fait que, puis la prémisse, c'est qu'ils voulaient remplacer tous les logiciels qui venaient avec. Fait qu'il était comme ça, là, c'est capable de copier des fichiers, parfait, moi je vais faire ma propre version qui copie des fichiers, puis celle-là, je vais la mettre en logiciel libre. Puis celle-là, elle me permet de changer de dossier, bien parfait, moi je vais en faire une, puis ainsi de suite. Fait qu'ils se sont retrouvés dans les années 90 à avoir pas mal tous les outils hein, qui permettaient de faire un système d'exploitation, mais il manquait l'élément comme fondamental, là, ce qu'on appelle le noyau, le kernel, qui permet de faire l'interface entre le matériel puis ces différents programmes-là. Fait que c'est là qu'il y a un gentil bonhomme qui était à son doc, qui s'appelle Linus Torvalds, qui a fait comme thèse de doctorat un noyau, puis il a décidé
OK, que ça allait être un logiciel libre aussi, pour le fun. Mais là, le monde, ils ont trouvé ça tellement le fun qu'ils ont commencé à rajouter des choses, puis là, ils ont commencé à intégrer ça avec les différents outils, puis là, tu étais capable d'avoir un système complet qui était seulement avec du logiciel libre. Puis là, le monde a commencé à le faire rouler sur plus de machines, puis le monde a commencé à créer plus des programmes, puis des programmes qui étaient juste pour ça, puis là, il y a eu un effet de boule de neige, où aujourd'hui, la majorité des systèmes d'exploitation qui roulent sur des choses qui ne sont pas des ordinateurs portables ou des ordinateurs personnels, c'est des dérivés de Linux. Je suis plein de clients qui ont des serveurs là-dessus. Bien, en fait, les serveurs, point, sont à 98% sur Linux. OK? Azure Ouais. roule sur Linux. Azure, qui est le cloud de Microsoft, là, OK? Ça roule sur Linux, là, parce que c'est ça qui marche. Tous les super ordinateurs roulent sur Linux. Ton téléphone, OK? Android, c'est Linux. iOS, c'est basé sur le petit frère de Linux qui s'appelle FreeBSD, qui est aussi Unix. OK? Donc, le logiciel qui roule sur ton thermostat, c'est Linux. OK? Le logiciel qui roule dans ton char, c'est définitivement Linux. Donc, ça roule partout où c'est que tu ne sais pas qu'il y a des systèmes d'exploitation, là. OK? Ça roule. Donc, plus de 90% des systèmes d'exploitation qui existent puis qui roulent, c'est Linux. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Fait que, c'est ça. C'est mon spiel historique de c'est quoi les logiciels libres. OK? Là, ici, il y a, parce que le capitaliste, ça essaye de tout étouffer dans la vie, là, il y a une déformation de cette idée-là dans les dernières années, où c'est que le monde a commencé à parler justement du open source, OK? Ce qui n'est pas du logiciel libre nécessairement. OK? Donc, souvent, une compagnie va dire, ben voici notre logiciel, voici la source, tu peux la télécharger, tu peux la regarder, tu peux nous donner du feedback, mais tu n'as pas le droit de la prendre et de la modifier pour toi. Tu n'as pas le droit de la revendre. Tu n'as pas le droit de la redistribuer. Si tu nous envoies quelque chose, il faut que tu signes quelque chose en disant que comme tu nous donnes tous les droits acquis de ce que tu as écrit. T'sais. Puis là, après ça, eux autres, ils sont comme, ben oui, on est open source. T'sais. Mais c'est pas la même dynamique. OK, il faut faire attention. Fun. Mais, pour revenir à nos moutons, j'ai des allergies de moutons imaginaires. Pour revenir à nos moutons, la majorité de ces technologies-là ont été développées, inventées pour travailler bien, sur des serveurs qui roulaient sur Linux, qui ont donc été aussi des technologies qui étaient libres. Autre caractéristique, c'est des bases de données qui n'ont pas de schéma habituellement. Donc, quand on parlait d'un schéma, on parlait d'une structure préalable pour être capable de faire fitter les informations, puis être capable d'avoir une garantie de cohérence avec le schéma. Donc, la majorité des technologies puis des familles de NoSQL n'ont pas de schéma. Ça veut dire que tu peux commencer à ajouter des données, là, puis ça deal. OK? On va voir que ça fait des choses intéressantes. Ça ne veut pas dire que ça fait un remplacement équivalent du SQL. Hein? Le SQL reste la base de données que tout le monde utilise. Puis, dernière, mais non la moindre, c'est la majorité, c'était pour s'attaquer à des problèmes modernes. Puis si on dit moderne, on parle de problèmes qui se passent sur le web ou sur Internet. Donc, beaucoup de ces technologies-là ont été développées pour pallier des lacunes qui existent dans les bases de données relationnelles quand tu essaies de travailler avec ça sur des applications web, sur des sites web, sur des interfaces qui sont sur Internet. Fait qu'il existe différentes familles de bases de données. Donc, ici, on va juste les mentionner parce que dans les 2 prochaines semaines, on va aller en détail dans chacun, voir qu'est-ce qui se passe. Yes. Avoir des data frames, si on veut, créer des data frames avec des bases de données
relationnels puis des NoSQL? Oui, donc dans les data frames de Pandas, ok, tu vas pouvoir importer d'autres types de bases de données, dont des bases de données NoSQL. Mais ça va dépendre de c'est quoi le format de la base de données. Est-ce que ça fit direct ou est-ce qu'il faut comme que tu fasses un petit peu de focaillage pour être capable que ça fit dans le principe du data frame qui reste une table avec des lignes et des colonnes, tu sais. C'est des choses que vous allez faire dans votre TP, fait que c'est une bonne question. OK. Fait que on a ici, on va regarder 4 grandes familles, ok, qui sont comme les plus populaires. Il y en a quelques autres, là, puis il y en a aussi à l'intérieur comme des variations de. Là. Puis, pour bien voir qu'est-ce que ça l'implique, on va comme aller voir les tutoriels de base là, pour voir de quoi a de l'air la syntaxe, de quoi a de l'air l'utilisation de ces différentes bases de données-là. Donc, cette semaine, on va aller en voir 2. On va aller voir celle qui est une base de données de documents. Okay? Puis, on va aller voir une base de données de clés-valeurs, ou des fois, on dit un magasin aussi de clés-valeurs. Leurs implémentations les plus populaires, respectivement, donc pour les documents, c'est MongoDB. Ce n'est pas la seule implémentation, c'est juste si tu penses à ça, c'est cela à laquelle tu penses en premier. Puis, pour celle de clés-valeurs, on va aller voir Redis. En fait, je ne sais pas comment le prononcer. C'est Redis. R-E-D-I-S en minuscule. La semaine prochaine, on va aller voir 2 autres types de bases de données. Une qui va être la colonne famille avec Cassandra. Puis une dernière qui est un peu le mouton noir, là, qui est plus comme académique, là, okay, ou pour des problèmes farfelus, qui va être des bases de données à type de graphe, où l'implémentation la plus populaire s'appelle Neo 4J. Fait qu'on va aller regarder pour chacune de ces familles-là, qu'est-ce que ça l'apporte, c'est quoi les concepts fondamentaux. Puis après ça, on va aller regarder comme leurs implémentations, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça par la suite. Fait qu'on commence avec le principe de MongoDB. Donc, pour bien représenter ça, là, je vais tout de suite un peu sauter dans l'implémentation pour qu'on puisse voir c'est quoi la hiérarchie des différents éléments. Là. Puis ça va faire le tour de ce que je suis en train d'avoir dit là. Okay? Le monde qui lit ça, c'est ceux qui viennent pas au cours. Fait que pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe, je vais ouvrir une base de données de MongoDB. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que MongoDB, c'est un logiciel, OK? Mais c'est quand même fait par une compagnie qui offre des services pour être capable d'utiliser ces bases de données-là. Donc, ici, je suis en train d'utiliser un logiciel qui est un utilitaire, okay, qui s'appelle Mongo Compass, qui me permet de me connecter à un service qui s'appelle Mongo Atlas, qui, lui, fait la gestion de la base de données MongoDB. Je pourrais être purement local, hein, parce que c'est un logiciel libre, donc l'installer localement, le gérer, ce service-là, puis cette application-là localement, ou faire ça sur mon propre serveur, okay, puis me connecter avec des informations de connexion, de la même manière qu'on s'était connecté en Python à nos bases de données, ou avec nos différents clients à ces bases de données-là. C'est le même principe ici fondamental. Par contre, dans la structure des informations, c'est là que ça change. Donc, dans une installation de MongoDB, on va avoir plusieurs différentes bases de données. Donc là, ici, j'ai déjà rajouté un peu des samples là, pour qu'on puisse regarder ça habilement. Fait qu'on peut voir ici que j'ai un sample la base de données qui s'appelle sample Airbnb. Puis, je peux voir à l'intérieur que j'ai des collections. OK? Donc, la collection
on peut le voir un peu comme une table. Okay? Donc, si on fait comme référence là, à notre élément, c'est avant de tomber sur l'information spécifique. Fait on a une collection qui est l'équivalent d'une table, puis je pense même que... Ah, je l'ai mis ici. OK. Donc, on a ce principe-là. Puis, à l'intérieur de la dite collection, on va avoir des documents. Okay? Puis c'est de là que vient le nom du type de base de données. On s'était dit que c'est un Documents Database. Puis, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que ces documents-là, quand on les regarde, là, okay, on peut les regarder de différentes manières, mais si je clique ici, on va voir qu'on a une petite accolade. On a après ça des pairings de clés-valeurs. Puis, on peut voir aussi que j'ai des éléments qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc, en fait, si on regarde ça ici, tu pourrais dire, Hugo, ça ressemble beaucoup à la structure qu'on avait vue quand tu nous avais parlé du JSON. Hein? Ça ressemble à une ligne. Effectivement, mais ça ne marche pas directement parce qu'on a des informations imbriquées. Hein? Fait que ça ne peut pas directement être une ligne. Il faudrait faire une transformation, puis l'imbrication, elle peut être de 2, 3 niveaux, puis il peut y avoir plein d'affaires. Hein? Donc, ce n'est pas un one-to-one. Mais la prémisse, c'est qu'effectivement, on a dans une collection plusieurs documents. Hein? Puis chaque document est sa propre liste de clés-valeurs. OK? Donc, MongoDB a été créé avec l'avenue du web et c'est calqué sur la structure du JSON. OK? C'est pas pour rien que ça se ressemble, là. C'est voulu. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que dans la collection, okay, quand j'insère un nouveau document, le document n'a pas de schéma. Ça veut dire que moi, je pourrais rajouter un document qui a juste le name puis juste un summary. Puis je serais comme, OK, c'est pas grave. Ou qu'il y ait encore plus d'éléments qui est dans cette sous-section-là. Il est comme, OK, c'est un document comme un autre. Là. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de validation de rien. Donc, ici, je peux facilement comme insérer des choses. Puis, à partir de là, je vais quand même être capable de retrouver des informations. Mais la prémisse j'ai mes bases de données, à l'intérieur, j'ai mes collections, puis les collections, c'est comme une liste de documents. C'est la structure fondamentale de MongoDB. Un document, c'est un ensemble de clés-valeurs qui peuvent être imbriquées les unes dans les autres. Quand on veut faire comme les différences fondamentales là, avec des bases de données relationnelles, le principe, c'est que MongoDB a été créé à la base pour être capable d'avoir ce qu'on appelle des replica sets. Donc, quand tu veux échelonner ta base de données, tu peux dire, ben j'en ai une ici, mais j'en ai une là-bas, qui va être une réplique de celle-là ici. Puis là, quand elle reçoit de nouvelles informations, elle peut propager l'information. OK? Donc, il y a un délai, mais si ce n'est pas primordial dans ta problématique, tant mieux. Ça fait en sorte que tu peux diviser la tâche, puis tu peux aussi la déplacer sur la planète là, pour que la connexion soit plus proche ou que ça desserve un certain secteur ou des choses comme ça. La plupart des réseaux sociaux, c'est Oui, totalement. Là. En fait, la plupart des réseaux sociaux n'utilisent pas
celui-là parce que de ne pas avoir de schéma, ça peut engendrer des problématiques. Okay? Mais le principe d'avoir une meilleure synchronisation, on va voir que ça vient avec ceux des colonnes famille, okay? Avec quand même un schéma, puis d'être capable de comme, être le juste milieu. Fait que, encore une fois, pour chaque problème, il y a sa propre solution. T'sais. Mais effectivement, tout ce qui est service global se doit d'avoir une tactique, se doit d'avoir une stratégie pour être capable de prendre en considération la charge de travail puis l'emplacement de cette charge de travail-là. Des beaux problèmes de TI. Aussi, quand on travaille avec ce principe de réplica set-là, okay, rentre le principe de cohérence. Okay? Donc, rentre le principe de je veux garder comme une certaine forme, je veux être assuré que mes affaires ont été faites. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que le fait que le clustering est reconnu à l'intérieur du modèle de MongoDB, tu vas avoir des options pour décider quand est-ce que je suis comme garanti qu'il s'est passé quelque chose. Hein? Fait que si, mettons, j'ai un serveur central, puis que lui, il faut qu'il y a 20 autres serveurs, puis tu es comme, ben, je veux que quand tu me confirmes qu'il y en a 5 qui l'ont eu, gars, je considère qu'on est correct. OK? Puis qu'on peut passer à autre chose. Hein? Parce que c'est toujours un balancier, là. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre ça sur des postes légers? Ben, la prémisse, c'est que des postes légers vont pouvoir faire des requêtes, mais n'auront pas des données en tant que telles. Ce ne seront pas des endroits qui vont recevoir de la nouvelle information, qu'il va falloir qu'ils fassent l'agrégation de cette information-là. Est-ce que la distinction est comme... Donc, c'est juste parce que je voyais mal comment ça peut être intégré avec ça. Puis je parce qu'il y en a qui l'utilisent quand même sur ça. Fait que je me demandais qu'est-ce qui... Puis ici, là, on parle de problématiques à haut débit, à haute donnée, dans un petit site web. Puis on va voir dans les utilisations typiques, là, que c'est quoi les outils qui sont intéressants. Ensuite, au niveau des transactions, hein? Donc, le principe d'être capable d'avoir une transaction qui passe ou pas, qu'une transaction, c'est comme plusieurs différentes instructions. Ça n'existe pas vraiment dans le monde des documents. Donc, on a quand même le principe de je peux insérer, hein, je peux mettre à jour, je peux supprimer, mais c'est une instruction qui va être en elle-même atomique. Donc, l'instruction va pouvoir marcher ou pas marcher, mais je ne peux pas faire comme prends ça, insère ça, check ces affaires-là, supprime ça, puis comme reviens en arrière si en plein milieu il y a quelque chose qui s'est mal passé, là, lui, il n'y a pas ça. OK? Il va exécuter jusqu'à temps que ça plante, puis il va dire. C'est celui-là qui a planté. Ouais. Tous les autres qui ont marché. Ouais, Il faut discuter ouais, avec. exact. Fait que c'est pas le même genre de problématique que tu peux attaquer avec ça. Fait que la question, c'est quand est-ce que je veux utiliser ça? Hein? Donc, ça va être beaucoup utilisé quand on a beaucoup d'informations, que cette information-là est distribuée, mais que cette information-là n'est pas critique. Okay? C'est comme la thématique des bases de données à documents. Fait que si, admettons, je veux faire de la journalisation d'événements, hein, du logging, la prémisse, c'est que ça va venir de partout, OK, il va y en avoir plein, puis je veux avoir accès à toutes ces informations-là, là, mais le délai dans lequel je l'ai, c'est pas important, OK? Si à un certain point, il y a comme une affaire d'info, OK, qui passe entre tes tracks, il va y en avoir d'autres, là, OK? Donc, ça me permet d'avoir plein d'informations, puis des informations qui peuvent être souvent disparates, OK? Dans le sens que ce que je journalise, ce que je reçois comme information, dépendamment de quel système ça vient, ça peut être différentes informations. Hein? Donc, le nom du serveur, le nom du service, puis après ça, c'est configuration de ce service-là. Bien, un autre service va avoir d'autres clés-valeurs pour d'autres éléments. Là. Puis, c'est pas grave quand j'emmagasine tout ça dans un magasin, une base de données de documents, parce que lui, il s'en fout du schéma. Moi,
moi, je vais pouvoir être capable de dire après ça, ben donne-moi tous ceux, OK, où c'est que tu as eu un problème avec l'application X. Puis quand je sais que c'est l'application X, je sais qu'en dessous, tu vas me donner telle information. Fait que moi, je vais être prêt à ça. Un autre place intéressante pour les bases de données de documents, quand on parle de gestion de contenu, OK, de plateformes, de blogs, tout ce qui sont des choses qui sont rapides, hein, des choses qui sont quand même assez simples. Donc, quand on veut, admettons, avoir un article d'un blog, de générer les commentaires, de savoir il y a eu combien de likes à l'intérieur, c'est toutes des informations un peu disparates que tu peux juste comme domper dans la base de données de documents. Puis s'il n'y a pas de schéma, la grosseur de cette affaire-là ne va pas augmenter ou c'est que ça va venir te tirer dans le pied. Tu sais. Exact. En fait, Reddit, je pense qu'ils ont commencé avec Cassandra, mais c'était pas SQL. Je sais que Discord utilise Redis. On va aller voir tantôt, mais en tout cas... Discord, ouais, c'est pas Discord, grave. ben, c'est parce que c'est une plateforme de clavardage, une plateforme de partage. Fait que c'est une problématique qui est très, 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 très complexe à un niveau de gestion de données, là. Parce qu'il faut être capable de... Mettons que moi, j'envoie une information à un serveur. Bien, ce serveur-là, il y a 300 autres personnes dessus, là. Bien, il faut que ces 300 autres personnes-là soient notifiées, il faut que ça l'apparaisse. Puis là, bien, toi, tu es connecté à 4-5 groupes, OK? Tu es comme dans 3 groupes de travail à l'école, tu es connecté à 3, 4, 5 chats de ton université, 4-5 hobbies, fait que tu as comme genre une cinquantaine de serveurs. Fait que tu veux pas non plus que ton client reçoive comme 800 updates à la seconde, là. L'ordi ne sera pas capable de dealer, là. Fait que là, comment est-ce que tu fais pour décider quand est-ce que tu reçois les updates? Quels updates tu reçois? À quelle fréquence? Est-ce que tu es package ensemble? Est-ce que tu fais juste pas les données? Est-ce que tu attends que la personne aille voir, mais tu veux quand même avoir des notifications? C'est des beaux problèmes. Ils ont un excellent blog qui parle de ça, mais... C'est les problèmes qui semblent simples qui sont toujours les plus compliqués. Une plateforme de chat collaborative. How difficult can it be? Pretty damn difficult. Fait que, autre situation, encore une fois, sur le web. Donc, on voit ici des applications qui ont un peu de tonus, qui ont besoin d'avoir une structure de données, mais qui ne soit pas nécessairement très rigide, hein, ou qui ne soit pas de longue durée, mettons, là. Hein, donc ici, on a un autre exemple où des commerces électroniques, okay, gestion du panier, gestion de produits, même gestion du panier, on va voir que Redis est peut-être mieux adapté pour ça, là, mais gestion des différents produits, des catégories, des profils des utilisateurs, c'est toutes des choses qui peuvent facilement être accommodées avec MongoDB. C'est particulièrement intéressant, MongoDB, parce que les structures de données, puisque c'est semblable au JSON, sont facilement transférables à une page web. OK? Fait que tu peux directement recueillir l'information puis la déballer sans avoir à faire de transformation intermédiaire. Si on regarde un peu à quoi ça ressemble, travailler avec MongoDB. Fait que MongoDB est quand même une base de données. Okay? Ça veut dire que les familles des opérations restent les mêmes. Okay? Fait que il existe 4 grandes opérations quand on travaille avec des données d'une base de données. Hein? Puis en ce moment, on met complètement de côté la partie de définition de données. Hein? Les create tables, ça n'existe pas parce qu'il n'y en a pas de schéma. Tu fais juste domper du stock puis ça se deal. Fait que on a quand même les 4 opérations fondamentales, hein, qui est le CRUD, hein, pour le create, pour rajouter, insérer de l'information. Le read, qui va me permettre de sélectionner, aller lire de l'information. Le update, qui me permet de mettre à jour, modifier des informations. Puis le delete, qui va me permettre de supprimer, enlever des informations. Fait que, comment est-ce que ça fonctionne? Les commandes de MongoDB, puisque c'est à l'ère du web, ben, les commandes se travaillent
comme si c'était des commandes à l'intérieur d'un langage de programmation à objet. Okay? C'est le même genre de syntaxe. Ce n'est pas un langage de programmation, ça reste des instructions individuelles, mais la syntaxe de ces instructions-là nous fait penser à qu'est-ce qu'on fait genre avec Pandas. Okay? Où c'est que tu pars de quelque chose, tu fais un point, tu vas chercher la patente, tu fais un point, tu vas chercher la patente, et ainsi de suite. Fait que le principe, c'est que quand je travaille avec les bases de données de Mongo, tu pars d'une base de données, puis tu peux invoquer directement son nom. OK? Fait que là, j'utilise le nom de la base de données. Donc, si je reprends mon... Non, c'est pas cette fenêtre-là que je veux. C'est cette fenêtre-là. Si je regarde ici, le nom de la base de données, ça s'appelle Simple Airbnb. Hein? Puis le nom de la collection, ça s'appelle Listing and Reviews. Fait que quand je vois dans la syntaxe du langage que je dis db.collection, hein, c'est pas que je marque db.collection, c'est que je marque le nom de la db, point le nom de la collection. Dans ce cas-ci, Simple Airbnb, point and Reviews. Mais ça serait dans MongoDB, pas dans Python. Exact. Bien, on va voir que il y a des, comme on avait vu avec l'SQL, il y a des connecteurs qu'on peut avoir, des adaptateurs. Puis, puisque c'est la même genre de syntaxe, on va voir que le module, la librairie, est faite pour que ça marche autant directement dans Mongo que dans du code dans différents langages de programmation, incluant Python, pour que tu ne sois pas déboussolé. Hein? Fait qu'on a le principe de je m'en vais chercher l'élément, puis à partir de là, ben, je vais avoir des méthodes hein, ou des fonctions que je peux invoquer pour être capable de faire des opérations spécifiques. Fait que si je veux être dans ma base de données, dans ma collection users, puis que je veux insérer des informations, ben j'ai la méthode, j'ai la fonction insert, puis là j'ai one ou many, avec des parenthèses, puis à l'intérieur des parenthèses, qu'est-ce que je mets? Je mets les différents paramètres hein, que je veux appliquer à cette instruction-là. Fait qu'ici, on a un exemple où c'est que j'insère un nouveau document. Un nouveau document, ça nous fait penser à un élément JSON. Hein, fait que ça va être une série de clés-valeurs à l'intérieur d'accolade. Puis ça va juste venir insérer l'information directement dans le document. On est capable de faire de la lecture. Donc, quand je veux faire de la lecture, ça va être le select. Hein? C'est le même principe que le select, mais là, on utilise un vocabulaire un petit peu plus sensé. Okay? Donc, le nom de la fonction s'appelle find pour être capable de trouver les documents qui remplissent à certains critères. Puis là, ça va vraiment être intéressant parce que ça change vraiment de ce qu'on a fait avec la base de données SQL, où on va avoir la liste des différentes informations. C'est comme, c'est un where, là, tu sais, là. Mais le where, la manière qui est structurée est quand même assez différente. Parce que je peux aller demander... Wow! Je peux aller demander directement des projections, donc des éléments spécifiques. Fait que je veux trouver ceux dont le nom est 1 et que l'adresse est 1. Mais je peux aussi aller demander des critères autour. Je veux que l'âge, ça soit un critère. Le critère, c'est GT. Vous pensez que c'est quoi GT? Greater than. Hein? Parce que habituellement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut avoir des comparaisons. Là, ici, lui n'utilise pas des opérateurs de comparaison. Il utilise des fonctions de comparaison qui sont comme intégrées. Là. Okay? Puis, va donc, ici, c'est l'équivalent de dire je veux que l'âge soit plus grand que 18. Puis c'est automatiquement tout ça généré ensemble pour être capable de trouver les éléments. Puis, à partir de cet élément-là, on peut voir ici le chaînage comme on avait avec Pandas.
hein, qui me permet de dire, bien, une fois que tu as trouvé eux autres, moi, je veux juste les 5 premiers, admettons. Ou sinon, tu pourrais commencer à faire un autre find, ou tu pourrais commencer à utiliser de l'agrégation. OK? Il y a différentes options derrière. Qu'est-ce qui différencierait les critères et puis la projection? C'est pas pareil? C'est des conditions? La projection, c'est d'être capable d'aller chercher un élément spécifique, hein, donc de représenter le égal. Puis, avec le query criteria, ben là, ça peut prendre plusieurs variations par rapport à juste un élément. Ouais. Le 1, dans le fond, c'est le nombre est égal à 1? Oui. Ou, Oui, c'est ça. Donc, après ça, on a le principe de mise à jour. Hein? Donc, on a le update, update 1, update many. Si on s'en va voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on a dans le update le principe de, encore une fois, critères de sélection. Hein? Puis après ça, on peut voir qu'on a qu'est-ce qu'on fait avec ceux qu'on a trouvés. Puis là, on a une action spécifique. Puis l'action peut être modifiée. Là. Tu sais, ça peut être un set, ça pourrait être un delete, ça pourrait être un remove, ça pourrait être un whatever. Il n'y a pas de schéma. Là. Set status, tu reject. S'il n'y a pas de status, c'est en crée un. Exact. Mais les documents qui n'ont pas âge ne seront jamais sélectionnés non plus. Hein? Ah, j'avoue. À moins que tu ailles un critère qui est comme genre, si âge n'est pas présent, ça pourrait être un élément. Puis après ça, on a le même principe avec les delete, mais ce coup-là avec, encore une fois, une sélection, là, un critère. Si on regarde un petit peu plus loin pour aller voir vraiment qu'on est capable de faire pas mal tout ce qu'on est capable de faire habituellement, mais comme d'une manière un peu comme détournée. Là. On va aller regarder, mettons, les fonctions d'agrégation. Hein? Donc, on se souvient, les fonctions d'agrégation, c'est quoi, là? C'est quand je veux faire une opération quelconque sur un regroupement d'informations, puis avoir le résultat par regroupement. Hein? Donc, admettons, j'ai une liste de total, OK, où c'est que j'ai un paquet de clients, puis j'ai un paquet de soldes. Puis là, ben, moi, je veux savoir c'est quoi la somme par client. Tel client me donne combien, tel client me donne combien. Dans la table, c'est tout là, mais il faudrait que moi, j'aille compter chaque client, et ainsi de suite. C'est le genre de choses qui me permet de travailler avec l'agrégation. Fait que pour l'agrégation, le principe, c'est qu'on passe à travers comme des mécanismes automatiques où c'est que je fais les regroupements, puis une fois que les regroupements sont faits, je peux aller faire des sous-sélections, puis après ça, je peux aller faire des modifications. Attends, on va en chercher un qui est... il me semble que j'en ai un qui est semi-complet. Ici, ouais. Si on regarde celle-là. Fait que, on a ici, encore une fois, la première prémisse de tu sélectionnes où c'est que tu commences à faire des choses. Hein, donc, la collection que tu veux travailler. On a ensuite l'agrégation, qui est une fonction à part. Puis là, après ça, il y a ce qu'on appelle les stages d'un pipeline. Tu peux les passer à travers plusieurs étages. Puis là, tu pourrais passer ça à travers plusieurs matchs. Tu sais, puis comme regrouper ça en sous-regroupement, puis en plein de patentes que tu veux. Fait que, on a, encore une fois, le principe de ça, c'est comme déjà des mots qui sont ceux qui ont des dollars à l'avant, là, c'est des mots réservés hein, pour des actions réservées. Donc, tout, par exemple, on peut voir que tout est représenté dans le même genre de structure. Hein. On n'a pas de syntaxe spéciale comme on avait en SQL. Hein, c'est tout, c'est une fonction, il y a un paramètre, puis là, à l'intérieur, ce que j'y donne, c'est un document, un JSON, hein, les accolades des clés-valeurs. C'est juste que les clés-valeurs, il y en a déjà des prédéfinis qui savent c'est quoi que tu as besoin de faire. Donc, il y a beaucoup moins de syntaxe en MongoDB. Hein, c'est de savoir c'est quoi les options quand tu fais le document. Mais c'est toujours le même principe de j'ai une fonction que j'applique sur une base de données ou une collection, puis là, il faut juste que je sache qu'est-ce que je mets dans l'objet que j'y envoie. Fait que ici, on a un exemple où c'est que je veux aller trouver tous ceux qui sont, mettons, médium. OK? Puis là, après ça, je veux les regrouper par nom.
Puis, je veux aller avoir quelque chose qui s'appelle la quantité totale, où ça va être la somme des quantités par nom. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans les détails, là, on peut juste voir la prémisse de qu'est-ce que c'est supposé représenter. Ça dirait qu'au final, ça te donnerait. Michel a commandé 28 pizzas médium. Ouais, exact. Ben, en fait, là, ça prendrait le nom de la pizza. Le nom de la pizza. Ouais. Je pensais que c'était le nom de la personne. Ben, la colonne name, là, effectivement, là, ça pourrait être le nom du client. Là. Puis on voit qu'on a un élément médium, hein, puis comme une colonne, une clé-valeur. Il va juste prendre ceux qui sont médiums. Il va les regrouper par nom. Ah, c'est écrit pizza name, ouais, t'as raison. Hein. OK. Puis il va créer une nouvelle information qui va être la total quantity, qui va être la somme de toutes les quantités des regroupements name. Fait que, entre telle date et telle date, s'il mettrait ce critère-là, j'ai vendu tant de pizza médium de tel. Exact. Fait que, on peut voir qu'on peut faire les mêmes choses. Hein? C'est juste pas la même syntaxe. Un petit peu plus adapté à ce qu'on est habitué, en fait, en programmation. Puis, parlant de programmation, si je regarde à quoi ça peut ressembler quand je veux travailler avec cette base de données-là, on va aller regarder à quoi ça ressemble dans un langage de programmation. Puis là, le principe, c'est que tu as le langage de MongoDB, hein, qui était la syntaxe directe. Puis là, tu vas avoir différentes librairies, dépendamment de dans quel langage tu veux l'utiliser. Fait que ici, on peut voir, là, c'est comme Select your fighter. Donc, on veut Python. OK. Fait que la prémisse, c'est qu'il faut aller chercher ça, c'est déjà fait, la librairie, le module. Fait que, allons voir comment est-ce qu'on fait pour aller lire ces informations-là. Fait que, il nous faut un connection string. Rien de nouveau là-dedans. Hein? Donc, ça va être donné avec le serveur que tu as, les différentes informations de connexion. Donc, ça me permet de créer ce qu'on appelle le client vers cette base de données-là. Puis à la fin, tu termines. Puis entre les deux, tu as comme les choses qui vont faire des choses sur la base de données. Voyons voir à quoi ça peut ressembler quand on va aller la chercher. Bien, le principe, c'est que du client, je peux aller directement chercher les noms des bases de données. Hein, donc, j'avais ici, puis là, c'est les mêmes samples que moi j'ai loadés. Là. OK, fait que je pourrais marquer client.sample Airbnb. Puis, lui est comme, OK, ben moi, de la connexion que j'ai, je sais que ça existe. Puis, je te fais donc un objet en Python qui va représenter cette base de données-là. Puis après ça, moi, je veux aller chercher la collection spécifique. Bien, je peux utiliser la base de données, le nom de la collection spécifique. Puis là, je vais avoir un objet qui représente la collection. De la même manière qu'on a un objet qui représente un data frame. Hein? Puis l'objet, hein, c'est l'amalgame des données avec les méthodes qui viennent avec. Bien là, le fait que toutes les méthodes de MongoDB, c'est la même syntaxe qu'en programmation, ça fait en sorte que quand je veux faire des opérations, je peux utiliser les mêmes méthodes que la syntaxe normale de MongoDB directement en Python. Fait que j'ai pas besoin d'avoir comme deux syntaxes dans ma tête pour être capable de travailler avec. Mais tu pourrais-tu utiliser celle de Python aussi? Ben, Si tu l'as importé comme un élément dans Pandas, tu dis je crée un data frame avec ça. Tu peux ajouter ton data frame, ou... si on y va ici, si je m'en vais voir, il me semble que ici, il y a des manières. C'est celle-là que je voulais? Non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est pas directement sur leur site. Pas directement. La prémisse, c'est que ici, là, ça te crée ce qu'ils appelle un curseur.
hein, qui te permet de comme, parcourir comme une liste ou n'importe quoi que je pourrais mettons, mettre dans une boucle. Ça, tu peux envoyer ça directement à Pandas dans un Create Data Frame, puis lui, il va essayer de faire du mieux qu'il peut. OK? Si la structure est comme compatible, il ne chialera pas. Sinon, il va te donner une erreur, puis là, il faut comme que tu décides, puis que tu mets des options additionnelles pour être capable de travailler avec. Mais la prémisse, c'est que toi, tu peux, mettons, parcourir le curseur, puis être capable d'aller chercher chacun des documents qui va être à ce point-là un dictionnaire. Hein, parce que le JSON, c'était des dictionnaires en Python. Excellent. Non? C'est excellent. Fait que, on peut voir que MongoDB est très proche du monde moderne. Hein? On a moins de... Ça vient de où, cette syntaxe-là? Puis, c'est plus adapté aussi aux technologies web. On a vu que ça a comme sa place dans le monde des bases de données modernes, NoSQL. Fait qu'on va se prendre une autre petite pause. En revenant, on va aller regarder la base de données KeyValue, ou le magasin KeyValue, avec Redis. Fait qu'on vient à 8. Donc, on s'était laissé avec notre première découverte, exploration, visualisation d'une base de données à base de documents, hein, avec MongoDB. Donc, on a vu que c'est une base de données. Là. Ça stocke des données, c'est capable de rechercher ces données-là, mais hein, ça sort pas mal de la formule du SQL. Hein, le principe de schéma, puis le principe de relation. Hein, donc, à place dans les bases de données à documents d'avoir un paquet de différents éléments disparates un peu partout, bien, à la place, on va avoir un document qui va avoir comme toute l'information avec des imbrications à l'intérieur, hein, pour être capable de tout gérer. Fait que ça permet d'avoir une meilleure consolidation d'un petit niveau d'information. Deuxième type de famille, on s'en va dans une direction complètement différente, qui va être ce qu'on appelle les magasins de clés-valeurs ou les Key Value Stores ou des bases de données Key Value. Puis l'implémentation qu'on va regarder, ça va être Redis. Fait que le principe de clé-valeur, c'est un principe qu'on connaît. Hein? C'est la prémisse des dictionnaires, hein? C'est un amalgame de clé-valeurs. Bien, ces bases de données-là, c'est si tu prends ça, puis que tu as juste ça. Donc, c'est comme un gros dictionnaire qui fait juste être un dictionnaire. Qui fait juste être capable de... J'ai une clé, puis j'ai une valeur associée, puis à partir de là, toi, tu fais ce que tu veux avec. Fait que ça semble dumb au début, là, OK? Mais la prémisse de cette simplification-là va nous apporter des avantages, OK, particulièrement au niveau des performances. Donc, le principe de magasin de clés-valeurs, c'est vraiment juste, tu stockes la clé, la valeur, tu peux aller rechercher la clé à la valeur. Good job. On va voir qu'il y a des choses qui viennent un petit peu par-dessus, là, mais c'est vraiment juste ça. Si on regarde l'implémentation fondamentale de ça, qui s'appelle Redis, puis si on regarde à quoi ça ressemble, les actions qui viennent à ça, ça tombe bien, on a... Non, on voit, moi pas. On a un gentil site qui s'appelle Try Redis. OK. Essayons-le ensemble. On va agrandir ça un petit peu pour qu'on puisse voir le bas de la ça. On ne l'essaye plus. Mais, on va dire, donne-moi le tutoriel. OK? Fait que la prémisse ici, c'est juste une version web de l'interface que tu peux utiliser. OK? Donc, c'est encore une fois le même principe qu'on va avoir ça qui roule sur un serveur quelconque, qu'on peut se connecter soit avec un outil spécialisé ou sinon avec un module, une librairie
OK, qui va nous permettre de faire les différentes actions. Fait qu'ici, ça dit un peu, c'est quoi la base de Redis? C'est des clés-valeurs. Fait que comment est-ce que tu fais pour avoir les différentes clés-valeurs? Bien, lui, ça va être des instructions que tu sépares juste avec des espaces. Fait que tu donnes l'instruction, je vais faire un set, puis je veux aller mettre la clé, puis là, c'est moi qui décide, là. Hein? Donc là, j'y donne un nom, server 2.name, mais j'aurais pu marquer juste patate. Hein? Puis j'y donne une valeur. Puis il me répond OK. Hein? Tout va bien. Puis une fois que c'est à l'intérieur, ben, je peux aller rechercher cette valeur-là avec un get. Puis si j'essaye de faire un get vers quelque chose qui n'existe pas et pas dans la base de données. Je peux lui demander, en passant, est-ce que ça existe? OK, fait que là, il me donne pas le texte 1, là, mais il me dit comme ça, c'est la valeur entière 1. Puis si je lui demandais, est-ce que ça n'existe pas, il me donnerait juste un 0. Exact. Puis évidemment, derrière, hein, on pourrait aller voir c'est quoi la commande elle-même. Si on s'en va dans les commandes, on peut voir, tu sais, c'est juste une série de commandes. OK, fait que si on s'en va, mettons, à exists. Pip. On peut voir exist. Tu me donnes une clé. Ça se peut que tu me donnes d'autres clés si tu veux. Hein. On est maintenant complètement habitué à ce genre de syntaxe. Les crochets carrés, c'est pour facultatif. Les 3 petits points, c'est pour dire que ça se répète. Mais ici, en passant, on peut voir qu'il n'y a pas de virgule. Hein. C'est juste tes étals, puis lui, il est bien chill avec ça. Fait que, on peut voir ici, quand tu demandes existe, blablabla, ben ça dit il y en a combien là-dedans qui existait. T'sais. Fait que c'est pas booléen, hein? C'est juste que c'est vraiment la valeur 0, 1, blablabla. Puis si on regarde, ça nous dit que ça me retourne effectivement une valeur entière, qui est le nombre de clés à partir du nombre de qui existe dans la liste que tu nous as envoyée au début. Fait que... ouais? Je ne vois pas dans quelle utilité on aurait besoin de ça. C'est si simple. Excellente question. Donc, avant de répondre à ça, on va quand même regarder c'est quoi la gestion de ça par rapport à la base de données. Donc, encore une fois, dans le principe de cohérence, OK, ben là, c'est encore moins adapté. Là. Hein, tu as vraiment juste, tu peux mettre la chose, tu peux enlever la chose, tu peux voir si la chose, elle existe. Comme si tu n'as pas de transaction, OK, par défaut, on va aller voir que c'est quand même possible. Puis, quand tu veux aller trouver quelque chose, ben là, c'est encore plus limitatif. Parce que tu ne peux pas faire de recherche sur toute la base de données. C'est pas quelque chose qui est possible. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour aller chercher une clé. Fait que là, la vraie question, c'est comment tu fais pour tourner ça à ton avantage? Comment tu fais pour faire en sorte que la clé devienne ce que tu veux aller chercher? Fait qu'admettons qu'on est en train de travailler avec des informations de différents utilisateurs. OK? Puis, on veut aller garder, il a visité combien de pages sur mon site. Bien, si l'utilisateur est logué, moi, j'ai un identificateur pour cet utilisateur-là, OK, qui est peut-être dans un autre type de base de données. Fait que moi, je peux utiliser cette valeur-là pour avoir une valeur très malléable, très éphémère et très rapide sur une information en utilisant la clé qui est importante, qui est le username. Puis là, si je veux sauvegarder plusieurs informations sur ce username-là, j'ai juste à moduler cette clé-là. Username, visit count. Username, time on site. Username,
ainsi de suite. Fait que ici, contrairement à qu'est-ce qu'on a vu habituellement quand on travaillait avec les bases de données SQL, où c'est que la clé était comme habituellement juste générée de manière artificielle. Là, la clé devient comme l'élément primordial où c'est qu'il faut se dire comme OK, là, c'est ça qui me permet de faire des recherches. C'est ça qui me permet de gérer où est mon information. Mais tu peux pas dire de moi tout sur tel username parce que c'est pas une Non, valeur. exact. Il ne sait pas. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de tourner ça comme à notre avantage. La prémisse de pourquoi est-ce que je voudrais utiliser ça vient en deux temps. La première, c'est que ces genres de bases de données-là sont extrêmement rapides. Là. Okay? On parle de 1000 à 10 000 fois plus rapide que des bases de données SQL. OK? Fait que quand c'est des informations où c'est que tu as besoin d'avoir quelque chose qui s'update rapidement, quand c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, ça devient très intéressant. Puis quand tu mélanges ça avec le deuxième fait que dans la vie, tu n'es pas obligé de manger juste une base de données. Okay? Tu peux varier ton appétit. Tu peux avoir plusieurs bases de données qui existent en même temps dans un système. Puis, c'est vraiment là que ce genre de bases de données-là deviennent des superstars. Ou c'est que ça devient un intermédiaire entre l'application puis la vraie base de données. Ça va être utilisé pour une panoplie de choses, comme le stockage d'informations à l'intérieur d'une session, d'informations qui sont éphémères. Donc, quand tu es en train d'être connecté, puis que tu as des informations qui ont besoin d'être gardées en mémoire, mais qui vont être flushées tantôt, ou qu'on en a besoin souvent rapidement, c'est le genre d'information qui est super bien adapté pour des Key Value Store. Même principe quand on a des informations qui vont être très grandes, très rapides. Hein? Là, ici, on parle d'un profil utilisateur, des préférences que je peux avoir dans une application, de données dans un panier, admettons, sur un site web. Hein? C'est toutes des affaires qu'une fois que tu as fait la facture, ça devient important. Mais quand c'est dans ton panier, là, c'est pas important. Mais il faut que ça soit rapide. Okay? Puis je ne veux pas overloader ma base de données de tous les utilisateurs qui sont en train de jouer dans leur panier parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent à Noël. Il faut que ça roule. Juste faire une pub rapidement. Exact. C'est aussi utilisé comme une cache. Donc, la prémisse de, admettons, j'ai besoin de faire une grosse requête à ma base de données. Je peux, admettons, faire une clé qui va être les informations de la requête. Là, je vais aller chercher cette information-là dans la base de données, puis je la mets entre les deux, là, dans mon key value. Puis là, si quelqu'un fait la même requête, bien, il va dire « Hey, j'ai déjà fait cette requête-là, je sais déjà c'est quoi la réponse. » Puis je n'ai pas besoin de refaire la requête dans la base de données qui est lente. Fait que ça fait en sorte que même si tu as des requêtes qui sont difficiles, si c'est des requêtes qui reviennent souvent, tu n'as pas de perte de performance. En fait, tu as un gain de performance. Malade. Les résultats de requête deviennent une clé valeur. Exact. Bien, la requête devient la clé. La valeur, c'est la retour. Exact. Puis en fait, ça, c'est beaucoup utilisé comme tactique dans les programmes en général, là, pas juste dans les bases de données. Là. Le principe d'avoir un dictionnaire où c'est que tu as comme l'information de « OK, ben, je ne l'ai pas encore trouvé, fait que je vais la calculer une fois qu'il est off, puis je vais la mettre dans un endroit où c'est que comme je m'en rappelle. » Okay, ce principe de cache-là, là, ça, c'est quelque chose de très, très, très commun dans le monde de l'informatique en optimisation. Là, tu peux dire, regarde ça, pas plus que tant de temps, parce que... Check bien ça. T'es prête. T'es prête. Tu poses les bonnes questions. Le cerveau est à l'affût, man. Ça... Retournons voir notre implémentation. OK? Avec notre gentil tutoriel. Fait que notre gentil tutoriel nous démontre, OK, des informations additionnelles. Fait que
OK, on a le set. Puis, c'est pas juste cette structure de données-là, c'est pas juste le principe de clé-valeur qui est possible. Là. OK, il y a d'autres actions qui sont connexes, qui sont souvent arrivées. Fait que, mettons, genre, incrémenter quelque chose. OK, à chaque fois qu'il prend une visite de plus, à chaque fois, il y a des actions spécifiques qui existent pour que ça soit encore plus rapide. Hein, pour que ça prenne pas de temps, pour pas que ça prenne du temps de comme, faire les calculs, prendre cette information-là, trouver le résultat, après ça, Parce que quand tu fais ça dans un langage de programmation, même si l'opération est simple, le programme, il faut qu'il fasse tout pareil. Là. Lui, il ne sait pas c'est quoi la difficulté de l'opération. Là. Fait qu'il faut qu'il décortique, qu'il fasse chacune des options. Là, il y a comme des raccourcis qui permettent, encore une fois, d'y aller au niveau d'efficacité, au niveau de l'optimisation. Fait que aussi, un des éléments intéressants, mettons, de Redis, c'est que Redis, par défaut, contrairement à tous les autres types de bases de données, existe principalement seulement dans la mémoire de l'ordinateur. Fait que toutes les autres bases de données, on disait comme dès que tu as eu ta transaction, c'est sur le disque, OK, c'est garanti, Redis, c'est comme fuck that. Nous autres, on veut aller fast and loose. Le but, c'est d'être rapide. Le but, c'est d'être efficace. Le but, c'est d'être le premier à se faire frapper. Encore une fois, en tant que cache, la prémisse, c'est que si à un moment donné, ça crache, c'est pas grave, parce que toutes les vraies informations sont encore dans la base de données. Puis tu vas juste le refaire une fois, ça va revenir dans le cache, c'est pas grave. Il existe, bon, évidemment, pas évidemment, là, mais il existe quand même des mécanismes pour dire, comme, mettons, à toutes les 5 minutes, essayer de l'écrire dans un fichier, blablabla, là, mais c'est pas ça son but. C'est pas ça sa raison d'être. Fait qu'on peut comme incrémenter, décrémenter, déliter les informations, tout ça, ça existe. Mais, encore plus intéressant, on va avoir le principe d'expiration de données qui est à même les instructions. OK? Fait qu'on va avoir les commandes expire, puis les commandes TTL, qui est le time to live, le temps qui reste avant que ça s'autodétruise, qui, comme dans Mission Impossible, you have 10 seconds, blablabla. Fait que la prémisse, c'est que tu peux mettre quelque chose en mémoire puis dire ça, cette information-là est bonne pour la prochaine minute. Parce que si on garde notre exemple de cache, la prémisse, c'est qu'on a dit OK, on a fait une demande qui était difficile, elle l'a faite, puis là, j'ai les résultats. Mais là, si cette information-là, c'est de l'information qui est dynamique, là. Hein? C'est quoi le fil de mes amis, là, tu sais, là? Ben, eux autres, dans 3 minutes, ils vont avoir posté 5 nouvelles affaires. Là. OK? Fait que c'est correct de garder ça pendant 1 minute, mais une fois de temps en temps, je veux dire, gars, flush-le, puis va le rechercher. Fait que c'est, encore une fois, à même les instructions de base qui existent à l'intérieur de ce genre de base de données-là. Fait qu'on peut dire, je mets la ressource, puis là, j'ai dit, OK, tu as 120 secondes. Millisecondes, je pense. Non, c'est 120 secondes. Puis, à partir de là, tu peux aller chercher le time to live. OK. Il reste combien de secondes? Pendant ce temps-là... Pourquoi il disait calculated in milliseconds en haut? Pendant ce temps-là, on peut aller chercher l'information. Mais quand on va revenir dans 87 secondes, ça ne sera plus là. Fait que, à même les informations, on peut même, dans le set, okay, dire c'est quoi l'expiration qui vient avec. OK, il reste 3 secondes. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que il va être quand même conscient qu'il a comme passé le bout, là. T'sais. Puis l'information est disparue. Mais il est conscient que l'information est disparue, hein, parce que le time to live, il se check encore. On voit ici qu'il a arrêté quand même, là, par exemple, parce qu'il était comme genre, tu m'as checké comme c'est fini.
je ne touche plus à ça, je passe à d'autres affaires. Toujours dans le prémisse de je fais le moins de choses possible pour être le plus efficace possible. Il existe à l'intérieur différents types de structures de données. Okay, pour être capable d'avoir quelque chose d'un petit peu plus versatile que juste des clés-valeurs. Okay? Donc, on va avoir le principe de liste qui va être disponible. Okay? Donc, ici, par contre, ça va être habituellement des structures de données qui vont être comme simplifiées par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Là. Parce qu'en Python, c'est un langage de haut niveau, ça nous permet de faire des choses rapidement, mais pas nécessairement efficacement. Là, le but, c'est que ce soit efficace. Fait que ça coupe dans la complexité, ça coupe dans les fonctionnalités possibles. Fait que, mettons, quand on travaille avec une liste, tu peux ajouter au bout de la liste, à gauche ou à droite. Mais tu ne peux pas me mettre dans le milieu. Là. Tu ne peux pas tasser les choses, tu ne peux pas comme déliter facilement. Donc, il existe différents types de données qui viennent avec ça. Là. Okay? Donc, ça, on va voir. Donc, on a des listes, on a des sets. Okay? Donc, des sets, c'est une collection d'informations où c'est qu'on ne peut pas avoir deux fois la même information. Donc, mettons que je mets plusieurs listes de courriels, que je veux comme envoyer un courriel à tout le monde qui est là-dedans, mais que ça se peut que le courriel il est 3-4 fois dans les listes. Bien, je ne veux pas envoyer 4 courriels si je fais juste combiner les listes ensemble. Fait que je peux faire un set qui va faire un élément unique de chacun. Puis, on va avoir aussi ce qu'on appelle les hashes. Donc, ça, c'est un élément intéressant quand on parle d'optimisation. Okay? Parce que quand on travaille avec des clés-valeurs, la clé, habituellement, ça va être, mettons, une chaîne de caractères. Ça peut être autre chose en passant. Là, en Redis, la clé est binaire. Ça veut dire que la clé, ça peut être n'importe quoi, autant une chaîne de caractères qu'une image JPEG. Mais souvent, on veut même optimiser au niveau de la clé. OK? Fait que pour être capable d'optimiser au niveau de la clé, on peut utiliser des fonctions de hachage qui vont permettre de transformer des informations, okay, pour que ça ait toujours le même résultat. Fait que une fonction de hachage la plus simple, mais qui n'est pas nécessairement très bonne, ça va être les initiales de quelqu'un. Okay? Fait que moi, c'est Hugo Leblanc. Mes initiales, c'est quoi? C'est HL. Puis autant de fois que je rentre ça dans fonction, ça va toujours me donner le même résultat. Hein? Mais la prémisse, c'est que HL, c'est plus facile à gérer que Hugo espace Leblanc. Fait qu'à la place d'avoir, quand moi je dis sauvegarde quelque chose avec la clé Hugo Leblanc, lui il va faire, ben moi je sauvegarde avec HL. Comme ça, quand tu vas me redire c'est Hugo Leblanc, je vais aller voir HL, puis je sais que je vais avoir cherché la bonne chose. C'était Henri Leclerc, ça fait quoi? Exact. Donc là, ici, cette fonction de hachage-là est simple à comprendre, mais elle n'est pas bonne d'un point de vue informatique parce que le risque de conflit est très grand. Il existe des fonctions de hachage qui n'ont pas cette lacune. C'est plus mathématique, fait qu'on n'ira pas les voir, là, mais c'est ça qui nous permet de, encore une fois, aller chercher encore plus d'optimisation, où c'est que ça ne sauvegardera pas ta clé, ça va sauvegarder le hash de la clé pour être capable de le retrouver plus rapidement, puis d'être capable d'être plus concis aussi dans sa gestion de l'information à l'intérieur de la table elle-même. Fait que Redis est capable de faire ce genre de gestion-là. On a aussi, si on s'en va voir un petit peu plus loin, ça c'est les listes. C'est bien, c'est des listes. On a des sets. On a parlé des sets, tout va bien. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça aussi. OK. On a aussi ce qu'on appelle, avec les hachettes, là, ça me permet aussi d'avoir quelque chose qui ressemble à ce que nous, on a comme un dictionnaire. Fait qu'on va être capable d'aller chercher comme des informations qui vont être connexes ensemble. Fait qu'on peut voir ici qu'on a un exemple où je fais un set, mais d'un hash set. J'ai la clé, mais je vais avoir un autre
comme sous-clé qui vient avec. Hein? Ça va être ça, le hash. Hash, c'est ce qu'on vient de voir, le Ouais. hachage. Exact. Fait que on a cet élément-là qui va être géré avec une autre valeur qui vient avec. Fait que là, la prémisse, c'est que je peux en avoir plusieurs qui viennent avec la même clé, mais avec différents hash. Puis là, je peux aller dire, ben, va me chercher tout ce qui a rapport avec celui-là. OK? Puis là, il me donne les différents hash puis les différentes valeurs qui sont ensemble. Si je veux, là, je peux aller chercher juste un élément spécifique, là, il me les affiche parce qu'il n'est pas fait pour représenter ce genre de formule-là. Là. C'est pour ça que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand c'est comme genre 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Là. Mais on est capable d'avoir des regroupements d'informations pareils. OK? Fait qu'on a des types de données qui sont quand même utiles. C'est juste qu'elles sont super chargées en performance. C'est vraiment ça le but des Key Value Store. C'est tout? Hein? Donc, c'est tout ce qu'on avait pour cette semaine. La semaine prochaine, on va aller regarder 2 autres types de familles de bases de données NoSQL. On peut voir qu'ils ne se ressemblent pas ensemble. Là, okay? C'est vraiment juste les enfants perdus qui ne sont pas du SQL. Donc, on va aller voir 2 autres qui vont être tout aussi farfelus la semaine prochaine. Puis, on va aussi aller regarder un tour d'horizon sur d'autres éléments de sciences des données où on fait comme genre où c'est qu'on pourrait s'en aller avec le machine learning, avec l'apprentissage machine, des choses comme ça. Puis on voit le TP2 prochain cours. Oui, en fait, vous devriez l'avoir cette semaine, puis on va le regarder ensemble la semaine prochaine. Bonne journée à tous.